Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réagir à l'histoire malheureusement triste d'une athlète en compétition donc de fitness qui est actuellement dans le coma après avoir suivi le protocole de régime, on va dire ça comme ça, et surtout de compléments alimentaires. Faut-il faire confiance de façon aveugle à son coach? Jusqu'où faut-il leur faire confiance? Et surtout, en cas de problème, eh bien, les coachs peuvent-ils être tenus responsables pour leur protocole qu'ils ont donné à leurs élèves? Je vais vous laisser me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut suivre aveuglément son coach? Et surtout, eh bien, est-ce que les préparateurs physiques ne vont-ils pas un petit peu au-delà de ce que théoriquement serait censé être un coach? Puisque, on le rappelle, ils ne sont ni médecins et n'ont souvent pas de formation scientifique ou en tout cas médicale. Bref, on va réagir à cette histoire générique. Avant de détailler les différentes questions que va soulever cette histoire, il est bien sûr important de rappeler l'histoire en elle-même. Et cette histoire, elle va comporter deux protagonistes principaux qui vont être l'athlète en question qui s'appelle Nelly Sheldon et son préparateur physique. Il s'agit de James Ayotte qui est le préparateur physique de la Team Atlas. Dernière petite chose à préciser, c'est que dans les compétitions de bodybuilding, que ce soit masculin ou féminin et quelle que soit la catégorie, il est quasiment indispensable à un niveau professionnel de faire appel au service d'un préparateur physique parce que gérer tout seul est extrêmement difficile. De la même façon qu'il ne viendrait pas à l'idée d'un joueur de foot de l'équipe de France de se préparer tout seul, que ce soit ses entraînements, sa diète ou encore sa récupération et tout ce qui va avec, eh bien pour le monde professionnel de la musculation, c'est exactement la même chose. À la différence que pour les joueurs de foot, c'est le club qui paie tout. Là, c'est à l'athlète de payer absolument tout. C'est pour ça que la musculation et le culturisme, c'est un sport qui, à moins d'être vraiment au sommet du culturisme mondial, c'est un sport qui n'est pas rentable. Donc cette athlète Nelly Sheldon, son histoire est malheureusement triste. C'est une athlète qui est iranienne, qui va obtenir un visa pour aller aux États-Unis et qui a un rêve, c'est de devenir une compétitrice en fitness. Et pour ce faire, comme beaucoup d'autres filles et beaucoup d'autres hommes avant elle, des athlètes, elle va vouloir se lancer dans la compétition et faire appel au service d'un préparateur physique. Dans le monde des compétitions, que ce soit masculin ou féminin, il faut savoir, pour ceux qui l'ignoreraient, que de maintenir sa préparation jusqu'au bout, que ce soit en termes d'entraînement, de régime et surtout à la fin de sèche pour afficher le jour J le physique le plus sec possible et en ayant maintenu une bonne masse musculaire, c'est quelque chose de très difficile, à la fois sur le plan physique parce que le corps va être mis à rude épreuve, mais également sur le plan mental parce qu'il va falloir tenir l'entraînement, le régime, etc. Jusque-là, tout est relativement classique dans le parcours et ce qu'il faut savoir, c'est que James Ayotte et la Team Atlas, ce sont à la fois la team et le préparateur physique parmi, on va dire, la référence dans le monde de la compétition féminine. C'est-à-dire que ce préparateur a déjà coaché beaucoup de filles avec des avant-après qui sont impressionnants. Il a également amené plusieurs athlètes jusqu'aux cartes pro et en a fait se placer beaucoup sur les scènes internationales professionnelles à des très bons niveaux. Et donc, on en fait justement, il est reconnu, on va dire, dans le milieu comme étant un des meilleurs préparateurs physiques. Petit aparté pour ceux et celles qui l'ignorent, quand vous vous orientez vers un préparateur physique pour des compétitions, ça coûte relativement, voire même ça coûte plutôt cher, et d'autant plus quand vous allez vers les stars, entre guillemets, du coaching, où vous allez non seulement payer très cher, mais aussi, et beaucoup de coachs en jouent, entre guillemets, mais ils ont quelque part raison de ne pas prendre n'importe qui dans leur équipe, c'est que bien souvent, il faut également non pas seulement payer, mais il faut aussi remplir en quelque sorte un formulaire, une espèce de lettre de motivation pour bien montrer qu'on est non seulement prêt à payer, mais aussi qu'on sera prêt à faire ce qu'il faut et ce que le coach va te dire sans rechigner pour... Il y a plusieurs raisons. La première, c'est normal, c'est de prendre dans son équipe des personnes qui sont motivées parce que si tu prends des gens qui n'en ont rien à faire, forcément, ça va donner une mauvaise réputation et une mauvaise image de toi si tes élèves n'ont pas de résultats, indépendamment de l'aspect financier. Mais la deuxième chose, c'est aussi donc pour trier les personnalités et de ne pas prendre donc n'importe qui et surtout de prendre des profils d'élèves qui vont être prêts à suivre ce que tu leur dis parce que pour un coach, c'est également gratifiant de pouvoir amener des athlètes au plus haut niveau. Maintenant, je vais faire la suite de l'histoire relativement vite. Elle va décider de se préparer pour une compétition. Jusque-là, c'était la suite logique. Et elle va donc, comme tous les athlètes qui se préparent et qui vont jusqu'au bout de leur préparation, un régime qui va être très restrictif,
Également un entraînement qui va être très intensif avec de la musculation et du cardio pour brûler des calories et brûler des graisses et donc permettre d'accélérer en quelque sorte la perte de graisse pour être prêt le jour J, mais aussi un protocole de supplémentation, donc des suppléments qui vont être naturels ou entre guillemets autorisés, légaux, mais aussi un protocole de produits dopants. Et ça c'est très clairement précisé dans l'article avec des captures d'écran à l'appui. Notamment, elle déclare avoir pris, alors elle déclare c'est dans les rapports médicaux, plusieurs choses, notamment du clenbuterol, mais également des SARMs, donc ce sont en gros des Selective Androgen Receptor Modulators, je vous la fais en anglais. En gros, ce ne sont pas des stéroïdes anabolisants à proprement parler, mais ce sont des composés qui sont assez nouveaux et qui vont avoir des propriétés qui vont ressembler aux androgènes, réputés comme n'ayant moins d'effets indésirables, bien que j'émette de très grosses réserves à ça, et ce ne sera clairement pas le message à retenir de la vidéo. Également de l'hormone de croissance, mais aussi donc des brûle-graisses, peut-être que je l'ai dit, j'ai un trou de mémoire, du clenbuterol qui va permettre d'accélérer la perte de graisse entre guillemets et donc la lipolyse. On arrive maintenant au moment où l'histoire va prendre un autre tournant pour le pire, quand elle va suivre son plan d'entraînement et son régime alimentaire et que celui-ci va devenir de plus en plus difficile, bien que son mental lui permette de tenir. Elle va se dire coûte que coûte, je vais aller jusqu'au bout, mais ça ne va pas suffire et elle va avoir du mal à perdre la graisse qui va être nécessaire pour présenter un physique acceptable entre guillemets, je mets de très gros guillemets, sur scène pour être compétitive vis-à-vis des autres et surtout être sèche et notamment répondre aux critères de sa catégorie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle consomme moins de 900 calories par jour, c'est-à-dire un régime alimentaire qui est extrêmement faible, mais non seulement il y a cette partie du régime, mais là on parle d'une athlète qui va en plus s'entraîner, faire de la musculation et faire, tenez-vous bien, plus de 2 heures de cardio par jour pour brûler suffisamment de calories et notamment avec comme objectif de brûler grâce au cardio plus de 1000 calories par jour. Je vous laisse donc faire le calcul, elle consomme 900 calories par jour, elle en brûle 1000 par le cardio, probablement quelques centaines avec la musculation, et il faut à ça rajouter son métabolisme de base et toutes les autres dépenses qu'elle aura dans la journée, mais ça n'est pas suffisant et c'est là que les produits dopants entrent en jeu. Alors en vérité, ils sont rentrés en jeu bien avant, mais quand ça ne suffit plus, eh bien son coach va lui dire c'est pas grave, continue, ne fais pas d'écart sur ton régime et augmente les doses, et notamment augmente les doses de clenbuterol qui va être le brûle-graisse. C'est le fameux médicament dont vous avez déjà entendu parler qui est un anti-asthmatique pour chevaux, il est assez connu des pratiquants de muscu puisqu'il est relativement efficace, mais il s'accompagne de très nombreux effets secondaires et notamment des effets secondaires qui peuvent être graves, problèmes de tachycardie et de palpitation, bref ça peut vraiment être, il y en a même qui sont morts pour résumer cette petite partie. Les proches de Negui vont commencer à s'inquiéter pour sa santé puisqu'ils la trouvent de plus en plus décharnée, ils la trouvent avec le teint pâle alors que c'est une Iranienne et qu'elle est censée être plutôt bronzée, ils la trouvent de plus en plus fatiguée, elle se plaint apparemment d'avoir des troubles de la vision, de faire plusieurs malaises par jour où elle commence à avoir ses forces qui lâchent avec des tremblements, l'impression de perdre connaissance, mais malgré tout, et là encore je ne sais pas quelle est la part de vérité, mais en tout cas c'est décrit dans l'article, eh bien le coach lui aurait dit continue et en gros fais ce qu'il faut faire et c'est un peu la mentalité en musculation, no pain, no gain, il faut pas s'arrêter, whatever it takes, le fameux on va jusqu'au bout quoi qu'il en coûte et c'est vraiment un des credos on va dire, un des messages forts en musculation, quelque part il faut que tu sois plus fort que ton mental, il faut que tu continues dans la souffrance. Le problème c'est que quand tu fais ça naturellement, ça peut s'entendre, mais quand tu commences à avoir recours à des produits chimiques et surtout à augmenter les dosages, et bien là tu vas véritablement à la catastrophe. Malheureusement, l'histoire s'est très mal finie puisque elle n'a plus répondu aux appels de sa famille pendant plus de 24 à 48 heures et ils ont décidé, donc sa famille, d'appeler, n'ayant pas de nouvelles, son propriétaire qui est rentré dans la maison et qui l'a retrouvé au sol, dans le coma. Donc cette affaire a fait grand bruit et plusieurs questions en sont un petit peu ressorties. La première, c'est comment est-ce qu'on peut se mettre dans un tel état à n'écouter aucun signal de son corps alors que on fait plusieurs malaises par jour, on a des gros problèmes de santé, et comment l'esprit peut occulter tout le reste et se dire je vais aller jusqu'au bout quoi qu'il en coûte. La deuxième question concerne les préparateurs physiques. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas inquiétés alors qu'ils utilisent et ils font des protocoles de produits qui sont des substances dopantes, donc des produits on va dire pharmaceutiques, bien que ce ne soient même pas des médicaments qu'on utilise en pratique, on va dire humaine médicale, ce sont des produits dopants qui sont destinés à la performance, qui n'ont parfois même pas été étudiés de façon rigoureuse et scientifique à part sur des animaux, mais pourtant certaines personnes les utilisent
Et le dernier point qui va être le corollaire, c'est jusqu'à quel point un coach ou un préparateur physique peut-il être tenu responsable des problèmes de santé de ses athlètes. C'est une chose de fournir des protocoles, mais finalement, si l'élève a des complications, est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que c'est la faute de l'élève de l'avoir écouté alors qu'il savait très bien qu'il n'était pas médecin? Et c'est un petit peu la question éthique. Où est-ce qu'on place la barre et surtout, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'il faut bloquer? Est-ce qu'il faut justement empêcher je vais pas dire le business, mais est-ce qu'il faut empêcher les préparateurs? Est-ce qu'il faut sensibiliser plus les athlètes? Ou est-ce qu'il faut renforcer les contrôles antidopage? Ou peut-être un petit peu la totalité de ces trois réponses? Et bien tout ça, c'est justement une question qui n'est pas encore tranchée. Je vais détailler mon opinion sur cette partie éthique un tout petit peu après, mais je vais quand même vous préciser ce qui s'est passé sur le plan médical, comment ça se fait qu'elle est toujours dans le coma et qu'est-ce qui a causé ça. Elle a fait, a priori, une hypoglycémie. On l'a retrouvée au sol sans que personne n'ait pu l'aider, avec un taux de glucides, de glucose qui était extrêmement bas dans son sang. C'est quelque chose qui très souvent peut se rencontrer chez les personnes diabétiques qui vont faire de l'insuline. L'insuline, c'est cette hormone qui permet de faire rentrer le glucose depuis le sang vers les cellules et notamment les muscles et le foie. Sauf que dans le cas de sportifs ou dans le cas de bodybuilders, ce ne sont pas des diabétiques, ce sont soit des athlètes qui utilisent de l'insuline exogène, donc en gros détournée de son usage principal pour stocker plus de glycogène et pouvoir en gros augmenter l'anabolisme musculaire. Dans son cas, elle, a priori, elle n'utilisait pas d'insuline et donc le mécanisme de son hypoglycémie est différent. Et je pense, et ce ne sont que des hypothèses pour essayer d'expliquer ça, mais qu'elle avait un régime qui était tellement restrictif et tellement bas en calories, à moins de 900 calories avec énormément de cardio et de musculation, ça veut dire que son corps était vide en réserve énergétique, c'est-à-dire quasiment plus de glycogène dans les muscles, quasiment plus de glycogène dans le foie, un taux de glucose dans le sang qui était à peine maintenu par les apports alimentaires et par tous les mécanismes de compensation, c'est-à-dire la transformation des graisses en glucides, la transformation des protéines en glucides pour justement maintenir ce taux minimal de glucose qui permet aux neurones de survivre. Parce que c'est tout le problème de l'hypoglycémie, c'est qu'une hypoglycémie quand elle est profonde, et là je parle pas de la personne qui dit « Oh, j'ai fait une petite hypoglycémie, je me suis senti un petit peu faible », ça c'est l'hypoglycémie au stade léger. Mais quand on va plus profond dans l'hypoglycémie et qu'on descend à des taux de glucose plus bas, eh bien il y a une véritable souffrance neuronale, c'est-à-dire que les cellules du cerveau vont être privées d'énergie et elles vont commencer à mourir. Et les comas hypoglycémiques, c'est extrêmement grave parce que on ne meurt pas sur le plan cardiaque, en tout cas pas tout de suite. C'est pour ça qu'on les retrouve 1, 2, 3 jours plus tard au sol. Alors après, si on reste de façon trop prolongée au sol, on va finir par mourir. Mais si on est retrouvé 1, 2 jours après et qu'il n'y a pas de complications, on va dire cardiaques ou de complications du fait de rester au sol, c'est uniquement le cerveau qui va être atteint et qui va être en fait nécrosé. Les neurones vont être, pour le dire crûment, les neurones vont être grillés, ils vont être morts et au total ça donne des comas très prolongés dont le pronostic est effroyable parce que les cellules neuronales ne peuvent pas récupérer. Une fois qu'un neurone a été privé de glucides et qu'il est mort, il ne pourra pas régénérer et donc le coma va être prolongé. Et il y a d'autres personnes, je ne vais pas dire lesquelles, mais qui sont des bodybuilders décédés justement d'hypoglycémie profonde, donc c'est véritablement dramatique. Et chez elles, le pronostic neurologique est effroyable si au bout de 2 mois, elle ne s'est toujours pas réveillée. Donc probablement, et j'ai pas envie d'annoncer de mauvaises nouvelles, et il y a parfois des miracles, mais si elle ne s'est pas réveillée au bout de 2 mois, la probabilité qu'elle récupère est extrêmement faible, voire quasiment nulle. Est-ce qu'on peut faire une hypoglycémie aussi sévère de façon naturelle avec simplement un régime? C'est exceptionnel et même dans les cas d'anorexie mentale avec des déprivations énergétiques très importantes, les comas hypoglycémiques sont exceptionnels tout simplement parce qu'il y a des mécanismes compensateurs et qu'en général les personnes vont mourir d'autres choses bien avant, des complications cardiaques, notamment troubles ioniques, etc. Mais l'hypoglycémie c'est exceptionnel. Là ce qui a vraiment précipité cette hypoglycémie c'est l'utilisation à mon sens de produits dopants et notamment tous les brûle-graisses qui vont vraiment vider les stocks énergétiques, les stocks de graisse, mais avant de vider les stocks de graisse, ce sont les stocks de glycogène. On va mobiliser le glycogène, on va le faire passer dans le sang en glucose, et une fois que les réserves de glycogène sont vides, eh bien, vous n'avez plus de possibilité de compenser par des mécanismes naturels. Normalement, si toi ou moi on fait une hypoglycémie, il y a tout un tas de mécanismes qui vont se mettre en route
pour mobiliser les stocks de sucre, ce qui n'est pas le cas si vous les avez déjà vidés avant et que vous avez une molécule comme par exemple le clenbuterol ou d'autres brûleurs de graisse qui vont être utilisés, qui vont dire il faut mobiliser, il faut continuer de brûler de l'énergie, sauf que si vous n'avez déjà plus d'énergie, bien voilà ce qui se passe, un coma hypoglycémique profond qui est dramatique. Maintenant, toute la question c'est de savoir comment est-ce qu'on en arrive là et quelle est la responsabilité du coach. Et trop souvent, on voit des athlètes qui vont faire aveuglément confiance à leur coach en se disant c'est un coach qui a déjà coaché beaucoup d'athlètes avant moi, c'est un coach qui sait ce qu'il fait, il a déjà eu des résultats. Et quelque part, on va lui faire confiance de façon aveugle, en occultant complètement ce que va dire l'entourage, en disant eux ne savent pas, lui c'est ce qu'il fait, il m'envoie des protocoles précis, il est assuré dans son discours parce que c'est assez rare que ça arrive, mais c'est assez rare que les coachs ne se remettent en question sur leur dosage. En général, de l'expérience et des retours de personnes que j'ai eus, c'est très souvent voilà ton plan alimentaire, voilà ton plan d'entraînement, ne discute pas et fais ce que je te dis et tu auras des résultats. Parfois il y a un petit peu d'échange, mais très souvent c'est quand même assez dogmatique et surtout sur le coaching online, quand on n'a pas un coach à la salle de sport qui va nous driver et nous guider en présentiel, il faut savoir que ces préparateurs très souvent ont énormément d'athlètes et ne peuvent pas gérer de façon assez fine et assez personnalisée pour tout le monde. Donc quelque part c'est un peu normal, il faut que les personnes écoutent sans trop poser de questions. Et pour les médecins c'est pareil, si chaque patient commençait à remettre en question ce que je lui dis, ce serait assez difficile. L'autre problème à mon sens c'est d'outrepasser ses compétences, et c'est pas parce que tu as des compétences, je parle pour le préparateur physique, en nutrition et en entraînement que tu as forcément des compétences en produits chimiques, même si tu as déjà d'expérience utilisé ça peut-être sur toi-même, peut-être sur d'autres athlètes, mais il faut se rappeler que ça reste des molécules qui sont dangereuses et c'est pas parce que c'est banalisé dans le culturisme que ça n'en est pas moins dangereux. Et surtout, il faut le rappeler, je l'ai déjà rappelé beaucoup de fois, que personne ne sait véritablement ce qu'il fait. Certes, il y a l'expérience qui permet de dire voilà les doses qui sont utilisées en moyenne, mais malgré tout, les athlètes ne vont pas réagir de la même façon pour chacun d'entre eux, et surtout quand il y a des complications, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi ce qu'on apprend en médecine. Être médecin quand tout va bien et quand tout est typique, c'est extrêmement facile, il suffit d'appliquer les protocoles et de raisonner par probabilité. Quand vous avez mal à la gorge, dans 95% des cas, c'est un rhume ou une angine, et donc il faut donner un antibiotique, on ouvre le Vidal et c'est écrit ce qu'il faut faire. Le souci, et c'est ça qu'on apprend en médecine, c'est finalement quand ça n'est pas dans les 5% et quand il y a des signes d'alarme. Peut-être qu'une douleur à la gorge, c'est en fait une douleur dans la poitrine qui va monter à la gorge et que c'est un infarctus. Peut-être que c'est un cancer de la gorge, peut-être que c'est une leucémie, ou bref, il y a d'autres diagnostics qui sont heureusement beaucoup plus rares, mais c'est cela qu'il ne faut pas rater, et c'est surtout les complications, l'évolution défavorable, et c'est ça qu'on apprend, et c'est ça qui fait, entre guillemets, le bon médecin, c'est de ne pas toujours appliquer bêtement les protocoles et de raisonner par probabilité. La dernière problématique, à mon sens, des préparateurs physiques, c'est aussi qu'ils sont, ils sont obligés de fournir des résultats à leurs clients, puisque quelque part c'est leur vitrine, et un préparateur physique qui n'aurait pas de résultats, qui ne ferait pas de podium et qui ne donnerait pas de carte pro à ses athlètes, il ne serait pas mis en avant et quelque part il ne serait pas considéré comme bon, et donc pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, il ne mangerait pas à la fin du mois. Et c'est toute la difficulté, je pense, de pouvoir accompagner ses élèves et notamment ses athlètes jusqu'à la compétition, qui est quelque chose qui demande énormément de sacrifices, mais aussi qui est intrinsèquement quelque chose de risqué, puisque c'est quelque chose de connu. Le bodybuilding, c'est un sport qui est dangereux. Il n'est pas dangereux comme l'alpinisme où on peut mourir en haut de l'Himalaya ou de l'Everest, mais il est dangereux de par justement ce qu'il va demander au corps en termes de régime, d'alimentation, de produits dopants, et donc c'est pour ça qu'il y a autant de décès dans ce sport, alors que c'est pas du tout un sport violent, mais c'est un sport qui est dangereux. Donc il faut accompagner, il faut guider des athlètes dans quelque chose, en quelque sorte un terrain miné, et il faut les accompagner pour justement avoir des résultats. Si on fait le parallèle toujours pareil avec la médecine, c'est comme si moi je devais accompagner mes patients non pas vers la santé, mais vers la performance, et surtout que j'allais avoir d'autres patients vis-à-vis des performances passées. Et tout le problème de ça, c'est que ça va m'obliger, si j'étais dans cette situation, à prendre plus de risques avec les médicaments, parce que je pourrais potentiellement avoir un peu plus de résultats sur l'équilibre des symptômes des patients, mais ça ferait prendre en fait plus de risques, utiliser des molécules qui sont peut-être moins testées, à des dosages plus forts qui vont peut-être entraîner des effets indésirables. Alors oui, parmi tous les patients à qui je ferais ce type de test, il y en aurait bien qui seraient fortement améliorés et qui auraient beaucoup de résultats, mais au prix de beaucoup de casse. Et c'est à mon sens
tout là le problème, c'est quand justement, eh bien, il y a des, on va dire, quand vous êtes jugé sur une performance de quelque chose de très dangereux, vous allez vouloir prendre du risque pour avoir plus de bénéfices, mais le problème, c'est qu'il va y avoir aussi beaucoup de casse. Et là, ça en est malheureusement un parfait exemple. Donc pour conclure la vidéo et donner quelques conseils, je pense que le premier, c'est de ne jamais faire aveuglément confiance à son coach. Et quand vous commencez à avoir des symptômes, des drapeaux rouges quelque part, que vous commencez à voir que quelque chose ne va pas, il ne faut pas avoir cette mentalité de se dire je vais aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Il faut s'arrêter avant. La deuxième chose, c'est aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec la compétition. En musculation, ça doit rester un hobby et je vais vous renvoyer vers la vidéo de Ehsan que j'ai trouvé très bien faite où il explique en gros sa mentalité vis-à-vis de la compétition et vis-à-vis du bodybuilding qui est une passion et ne doit devenir une source de revenus que secondairement et probablement pas par votre physique. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vais faire la conclusion ici puisque je pense avoir encore une fois beaucoup trop parlé. J'espère que ça vous aura donné des petits éléments de réflexion sur ces situations dramatiques. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. À votre avis, quelle est la place des préparateurs physiques et est-ce qu'ils ne vont pas beaucoup trop loin dans leur rôle? Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir, etc. Retrouvez-moi aussi sur Instagram ledoc.pm, sur TikTok également pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!